Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver pour parler aujourd'hui de sensibilisation à l'écologie, à l'environnement. Les projets de ce type se multiplient et c'est très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Azur avec notre invitée Anaëlle Marot. Bonjour Anaëlle, bienvenue à distance. Bonjour Alexandra, merci. Vous allez bien ? Ouais, ça va super, il fait beau aujourd'hui et j'ai hâte d'aller naviguer. Ah, j'imagine. Un beau soleil effectivement aujourd'hui. Alors ce projet Azur, on va en parler plus en détail avec vous Anaëlle dans une poignée de minutes. C'est un périple en Méditerranée que vous avez effectué, 1000 km à vélo et à kayak afin de sensibiliser la population aux méfaits des déchets plastiques. On y revient dans un instant. Avec nous sur ce plateau, je vous présente mes deux petites copines du jour. Aurélie, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Parfaitement. Écoutez, avec tout ce bleu, là, vous êtes rayonnante. On vous croirait revenue d'Inde aujourd'hui. Oui, on amène un petit peu d'exotisme sur le plateau. Sauf que vous revenez de moins loin, de Grasse. De Grasse, oui, on triche. Alors Aurélie, elle est allée fabriquer du parfum parce qu'à Grasse, bien évidemment, c'est une ville bien connue pour tout ce qui est culture, d'essence, de roses, oui, c'était exactement ça. Plantes qui servent à la fabrication. Un éveil au sens. Ah ouais, génial. Et en ce moment, en plus, on a la floraison des mimosas. Oh là là. Alors, c'est beau tout ça. Ça fait voyager, ça fait du bien. Et Marie-Blanche, en forme également ? Oui, très bien, je vais très bien, ravie de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre, on va voyager par les livres, puisqu'on va aller voir un polar qui se déroule à Monaco avec des frissons et on continuera très très loin en Nouvelle-Calédonie pour un roman plus mélancolique. Parfait, un petit voyage via la lecture. Allez, voilà pour le programme. On va retrouver Anaëlle, notre invitée qu'on vous a présentée il y a quelques secondes. Donc Anaëlle, pour résumer, comme je le disais, vous avez parcouru 1000 km donc à vélo et en kayak. Vous êtes sportive, c'est bien déjà, vous avez la forme. En Méditerranée, c'était l'été dernier, donc pour un petit peu prévenir la population, les sensibiliser aux méfaits des déchets plastiques. Comment vous avez mis tout ça en place? Comment vous avez organisé cette expédition? Eh bien, en fait, j'ai été révoltée par la présence de plastique en Méditerranée. Et je me suis dit qu'il fallait agir par rapport à ça. Je ne savais pas comment agir. Comme beaucoup de personnes, je pense, par rapport à l'écologie, on ne sait pas toujours comment faire. Parfois, ça nous dépasse. Et là, en fait, je me suis dit, je vais passer à l'action. Je vais transformer l'énergie négative que j'ai d'être indignée en action positive. Donc, j'ai fait la liste de ce que j'aimais faire. Être dehors, faire du kayak, faire de l'escalade, de la randonnée. Ce que je savais faire, c'était organiser des temps collectifs et ce dont le monde avait besoin. Et là, en l'occurrence, il y a besoin qu'il y ait beaucoup moins de plastique sur Terre puisqu'elle se retrouve systématiquement en mer. Donc, en mélangeant kayak, gestion de groupe et pollution plastique, ça a donné le projet Azur, donc cette itinérance de 1000 km en kayak et à vélo sur le littoral méditerranéen pour organiser des collectes de déchets. Donc c'était une aventure participative où il y a eu plus de 735 personnes qui sont venues ramasser avec nous. Et comment vous vous y êtes prise en fait au gré de votre périple? Est-ce que vous aviez organisé un petit peu cela en amont avec l'aide d'associations par exemple pour avertir les gens de votre venue et pour organiser les collectes, ou c'était spontané comme ça au gré de vos haltes? Et en fait l'aventure, elle reste une aventure s'il y a pas mal d'imprévus et si on saisit les opportunités qui viennent. Donc ça a été un mélange d'imprévus et de beaucoup de prévisions parce que en réalité, moi je connais très peu la mer. Je la connais très très peu. Je suis d'Angers. Donc la Méditerranée, je la connais peu, mais elle m'a émerveillée par mes balades dans les calanques, par le kayak que je fais souvent et enfin c'est un vrai joyau. Et donc pour la protéger, cette mer,
il fallait que je rencontre des personnes qui la connaissent bien, donc des associations locales, des pêcheurs, les mairies, les citoyens. Je suis allée rencontrer beaucoup de gens et je leur ai demandé en amont d'organiser des collectes avec moi et de me présenter un petit peu les ressources de la Méditerranée. Donc il y avait des arrêts qui étaient prévus et puis au fur et à mesure de l'aventure, on rencontre des personnes formidables et il y a des synergies qui se créent, qui se font. Et voilà, donc à moitié improvisé et à moitié bien organisé. Bon, quels sont les déchets qui reviennent les plus souvent? Là, on vient de voir passer une bouteille en plastique. J'imagine qu'on en trouve pas mal sur les plages, notamment un pneu même, tiens, voilà. Ouais, alors sur l'ensemble des ramassages, on a collecté 29 pneus. Ah oui. Les pneus, on en retrouve énormément. Les mégots, si je ne me trompe pas, on est à 34 000 mégots. Ça, c'est le déchet qu'on retrouve le plus. Et c'est ça qui est curieux avec la problématique des déchets en Méditerranée, c'est qu'il y a des objets qui polluent plus que d'autres. Par exemple, une bouteille en verre pollue très peu par rapport à un mégot qui est tout petit. Oui, qui met des années et des années à se détériorer. Voilà, qui met des années et des années à se détériorer parce que c'est du plastique, mais aussi qui concentre énormément de métaux lourds et de plein de poisons, tout ça. Donc, en fait, un seul mégot pollue jusqu'à 7 litres d'eau, alors que c'est toute petite, c'est une petite bombe à retardement. Comment a été accueillie votre démarche par les gens que vous avez croisés, par ceux qui vous ont aidé à ramasser ces déchets? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, justement? Ils vous ont encouragé, félicité? Oui, alors il y en a pas mal qui ne comprenaient pas, qui me disaient « mais vous êtes payé par la mairie, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ramassez les déchets des autres ?» et en fait, c'est pas mes déchets, mais c'est ma planète. Et l'idée, c'était de rassembler un maximum de personnes. Et au final, il y avait quand même beaucoup de personnes qui me demandaient « qu'est-ce que vous faites ?» Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit « ok, je vais vous aider ». Et ils prennent 2-3 minutes pour ramasser avec moi, avec nous tous. Et là, vous vous dites que vous avez gagné quelque part. Vous avez réussi votre mission, la mission que vous vous étiez donnée, d'une certaine manière. Oui, il faut rester humble face au problème. C'est-à-dire que c'est un énorme problème qui ne touche pas que la Méditerranée, qui est international et qui a besoin d'une coalition internationale avec des objectifs nationaux pour vraiment être résolu cette problématique. Après, disons que pour ma part, d'avoir rassemblé ces personnes et d'avoir organisé ces collectes, c'est chouette parce que toutes les personnes qui l'ont fait ont été sensibilisées et sensibiliseront à leur tour. Bien sûr. Bon, bien sûr, la problématique est loin d'être résolue et il faut qu'on redouble d'efforts. Mais en tout cas, moi, je me suis sentie alignée sur ce projet parce que je vois que j'ai un impact, aussi petit soit-il. Ça fait avancer et j'entends bien que la somme de toutes ces personnes qui se mobilisent aussi font avancer les choses. Absolument, à force de petits gestes et de solidarité, c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses, comme vous le dites si bien, Naël. Alors, à l'issue de ce périple, vous avez mis en place une conférence gesticulée qui s'intitule « Tout sur ma mer », mer MER. Ça se présente comme ça. Regardez, on va regarder un extrait et après vous nous racontez tout ça, Naël. Elle produit 50% de l'oxygène qu'on respire. C'est un garde-manger et un terrain de jeu, mais aussi une route très fréquentée, autant pour se déplacer, travailler ou fuir. Véritable frontière naturelle entre les continents. Je suis la mer. La mer et sa faune. La mer et sa flore. La mer et son plastique. Mais d'abord, un rapide historique du plastique. À partir de 1950, le plastique fait son entrée. On le retrouve partout, dans toutes les maisons et quel que soit le milieu social. Mes grands-parents m'en parlent comme d'une matière révolutionnaire qui a changé leur mode de consommation. Ah bon, mamie? Mais oui, ma chérie, plus besoin de tout laver, on peut tout jeter. C'est plus simple, on gagne beaucoup de temps. Années 60 et 70, le plastique devient une matière à la mode et esthétique. Années 80, ses propriétés se diversifient. Il devient hautement performant. On le retrouve alors dans des objets microscopiques comme dans des fusées. Année 2000, on assiste alors à un véritable phénomène.
du jamais vu dans l'histoire de l'être humain. La production de plastique explose. D'ailleurs, dans l'histoire de la mer non plus, c'est du jamais vu. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est assez instructif. Naël, vous avez des talents d'artiste, de comédienne. J'aimerais avoir l'avis de l'institutrice qui est sur ce plateau, Marie-Blanche Cordoue. Ce type de spectacle, ça serait vraiment pas mal de le montrer aux enfants, non? Et tout à fait, surtout que c'est une conférence qui est animée, elle est théâtralisée et je trouve ça très bien fait, vraiment, hein, pour les enfants, même pour les grands hein, aussi. Hein. C'est agréable de voir quelqu'un qui bouge, qui anime, et qui vit et qui en plus, explique. et qui explique, hein, et qui vit. Ça s'adresse à qui justement, Anaëlle? Vous l'avez prévu pour qui ce spectacle? Quel type de public? Eh bien, dans le MIL. Oui, dans le MIL, en fait, c'est pour les scolaires, donc primaire, collège, lycée, aux entreprises qui sont en transition écologique, puisque l'idée, c'est que à la fin de cette conférence, j'ai communiqué mon énergie et qu'on se dise, OK, maintenant c'est bon, moi aussi je vais agir, j'ai compris pourquoi et je sais comment je vais le faire. Et voilà, alors après, il y a des festivals aussi qui nous ont demandé d'intervenir, donc on en est très contents. Oui. Ouais, c'est génial. Bon, en ce moment, là, c'est un peu compliqué de se produire sur scène en ce moment, mais j'espère que d'ici cet été, on pourra vous retrouver. En tout cas, en allant sur votre site internet qui s'est affiché, Projet Azur, on pourra avoir les infos sur les dates. Ça a l'air vraiment très, très intéressant, cette conférence gesticulée, ce nouveau mode, finalement, de spectacle. Anaëlle, vous repartirez sur les routes l'été prochain, direction la Loire. Et l'une de vos camarades, Solène, reprendra le flambeau du côté de la Méditerranée. On va peut-être la voir apparaître. Solène, quelques minutes pour lui dire bonjour. Salut Solène. Alors Solène qui reprendra le flambeau justement d'Anaëlle qui en Méditerranée l'été prochain. Vous êtes très engagée aussi dans cette sensibilisation, Solène? Eh bien oui, j'ai déjà fait un parcours l'année dernière en vélo de Montpellier à Split et cette année, c'est pendant ce parcours que j'ai rencontré Anaëlle où on s'est très bien entendu parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Donc cette année, on part ensemble et je prends son flambeau de la Méditerranée de la même manière. Bon, magnifique. Vous partez quand les filles? Donc Anaëlle du côté de la Loire et Solène du côté de la Méditerranée. Départ prévu pour quand? Alors pour la Loire, c'est le 22 mai à Saint-Nazaire. Et pour la Méditerranée, ce sera le 19 avril à partir de la Corse. Bon, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Et puis si vous les croisez sur votre route, n'hésitez pas à les aider à ramasser les déchets. Voilà, ça fera du bien à tout le monde et surtout à notre planète. Merci beaucoup les filles, bravo à toutes les deux. On retrouve les actualités sur le projet Azur, sur le site qui s'est affiché. Et voilà, restez avec nous, direction, on reste du côté de la Méditerranée et de la Côte d'Azur avec Aurélie qui nous emmène à Grasse, le pays du parfum. C'est ça, voilà. J'avais entendu parler d'ateliers pour confectionner son propre parfum. Et puis, je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer ça. J'avais jamais tenté. Et c'était le parfait moment pour y aller parce qu'en ce moment, on a tous les mimosas qui sont en train de fleurir. Alors, on a une route qui est dorée, c'est absolument magnifique. Et je me suis dit, je vais faire une journée moitié rando au milieu des mimosas, moitié parfum pour exploiter toutes ces senteurs qu'on avait. Alors, la rando, vous l'avez faite à partir de quelle ville, village? Alors, du côté de Mandelieu, on a une très très belle rando du côté du plateau ça s'appelle le Grand-Duc. Et on surplombe des paysages absolument grandioses. On voit de très beaux chênes-lièges, on a des mimosas qui tombent par terre. On est absolument enivré par tous les sens, que ce soit la vue, que ce soit l'odorat. Louis avec les petits oiseaux qui se régalent en ce moment. C'était vraiment un grand bonheur. Et de là, on se dit, gorgé de toutes ces sensations, pourquoi est-ce que je n'irais pas créer un parfum? Et en fait, de moi créer un parfum, j'ai emmené mes enfants pour qu'ils découvrent ça. Et on se retrouve donc à Grasse. Là, c'était dans la fabrique Gallimard. Et on est placé devant un orgue où il y a à peu près 120 fioles de senteurs différentes. Ça peut aller donc des fruits, des herbes, sur des matières un peu plus dures comme le cuir, le tabac.
Et on vous demande alors ce que vous préférez comme type d'odeur? Alors justement, c'est très intéressant. Voilà, on dit, voilà, le parfum se construit sur forme pyramidale. Ouais. Il y a la senteur de tête, c'est-à-dire la première chose que l'on sent lorsque quelqu'un porte un parfum. Ouais. Senteur de cœur, c'est-à-dire ce qui va rester après pendant les 3-4 heures. Et après, ça sera la base qui va rester le lendemain sur les vêtements ou les cheveux. D'accord. Et lorsqu'on crée son parfum, on commence par la base. Donc, comme vous voyez, c'est sur 3 étages, donc la base et le niveau du bas, et ensuite... c'est génial, moi j'adorerais faire ça. Alors c'est ça, ils sentent, ils doivent sélectionner par niveau entre 4 et 5 senteurs. Base? Non. Pour la base, 4 à 5, on en sélectionne 4 à 5 pour le cœur et 4 aussi à 5 pour la tête. Et donc ils vont mélanger, et c'est très intéressant. Les enfants sont souvent instinctifs par rapport aux adultes. Ouais. Les adultes se disent « Ah, moi j'aime bien ce parfum-là, je voudrais retrouver » ou « Ah non, non, moi j'aime pas du tout la citronnelle ». Alors que l'enfant est instinctif et se dit « Ben moi je vais tout essayer ». Est-ce qu'on vous donne des conseils sur ce qui s'accorde bien? Ou alors vraiment vous avez libre choix, vous choisissez vraiment au feeling? Absolument. Et c'est intéressant parce que l'orgue est divisé en 2 parties. On a les senteurs qui s'adaptent généralement plutôt aux femmes et puis de l'autre côté aux hommes. D'accord. Et j'ai vu les enfants se dire... Au milieu c'est mixte, non? Non, il n'y a pas transgenre. Mais les enfants ont mélangé. C'était très intéressant de voir spontanément. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, on leur a dit, mais regarde, ne te base pas sur la senteur, sur à qui ça peut aller, et fabrique. Et c'est très intéressant de voir qui va sur le sucré, qui va plutôt sur le côté iode, mer. C'est vraiment intéressant. Donc, ils sentent. Il faut faire des pauses aussi, je pense, comme pour le vin. Oui. Sinon, on s'embrouille. Voilà, on mesure, on mélange. Et on a combien de temps pour faire ça, Aurélie? Ça prend un bon 2 heures. 2 heures? Mais on est plusieurs dans le groupe? Écoutez, là, c'est vraiment le moment d'y aller parce qu'on était seuls. Non, parce que c'est la question que je me pose, toute bête et pratique, mais comme je vois qu'il y a effectivement toutes ces fioles, mais si on est 15 dans un groupe et qu'on passe 2 heures chacun, les autres, ils font quoi? On est vraiment par plage. Donc, il y a à peu près 12 bases, je crois. Donc, on peut rentrer à peu près à 12, 14 pour faire ça. Et donc, chacun, oui, d'accord. Il y a 12 fois tout ce dispositif avec les senteurs. Exactement. Et donc, on a une personne qui circule, qui regarde, qui dit « Ouh là, tu as peut-être forcé sur le sucre. Il faut peut-être un peu diluer. Alors, prends plutôt sur de l'agrumes, sur des plantes vertes. » C'est trop bien. Ça vous plairait, Marie-Blanche, ça? J'adorerais. Moi aussi, j'adorerais faire ça. Vraiment. Ça coûte combien? Parce que j'imagine que ça a un coût, bien évidemment. Alors, pour les adultes, c'est 55. Pour les enfants, 45. Mais je pensais que ce serait... Et on repart avec son parfum, évidemment, 100 millilitres. Correct. C'est top. Et on doit attendre 3 semaines avant de l'utiliser pour que tous les ingrédients se mélangent bien. Ouais. Vous avez fait votre parfum, vous? Non, moi j'ai guidé les enfants, mais ils sont repartis avec le leur. Qu'est-ce qu'elle est altruiste, la bonne maman patiente qui attend que ses enfants fassent le parfum, mais elle passe après. Mais c'est intéressant parce qu'on voit des personnalités se révéler à travers ça. Alors ils ont fait quoi, vos enfants, comme type de parfum? Quel type de notes du côté de la fille, c'est plutôt fruité. Ouais. Avec fruité et aussi dans les fleurs, fruité floral. Et du côté du fils, c'était plutôt iodé, ambré. Ouais, c'était vraiment intéressant. Un peu plus dans les acides et elle plus dans les sucres. Donc on réserve, on va sur le site de la fabrique. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez appeler, dire voilà, on est 1, 2, 3, voilà ce qu'on aimerait faire. On est par famille dans son coin. Oui, alors on peut fabriquer son parfum, créer son parfum, mais aussi créer un parfum d'intérieur. Si on veut personnaliser sa maison avec un diffuseur. Donc là, ça prend un peu plus de temps, mais il y a cette possibilité. Bon, c'est très sympa comme idée. Oui, des cadeaux, alors, même tiens, pour la Saint-Valentin, par exemple. C'est une très bonne idée. Oui, carrément. Et alors, vous avez une charte, on vous invite à la prendre en photo. Eux, ils la gardent en base. Et si votre parfum vous plaît, mais après, vous avez la possibilité sur le site de commander la crème pour les mains qui va avec, le gel douche, parce qu'ils reprennent votre formule. Je comprends. Et ils personnalisent tout ça. Voilà. Et puis, c'est génial, c'est une excellente idée. Et on peut donner un nom au parfum? Et on donne un nom qui sera gravé sur l'étiquette, sur le flacon. On peut choisir un vaporisateur, on peut vraiment... Génial, très bonne idée. Merci Aurélie. En préparation, effectivement, pour la Saint-Valentin. Moi ça me branche pas mal. Bon, parfait. Allez, on quitte Grasse pour Monaco, à quelques kilomètres de là, pour la première intrigue proposée par Marie-Blanche cette semaine. Tout à fait, avec un polar, comme vous aimez bien, je sais Alexandra.
Poker toxique de Florence Desfresses. Alors, donc, pour revenir sur l'auteur, je l'ai rencontrée. Elle est monégasque, hein, c'est une professeure de lettres qui est à la retraite et qui a écrit depuis quelques années maintenant, qui a écrit des recueils de poèmes et des romans. Et en ce moment, elle se lance dans le polar. C'est son deuxième. Le premier, Diagonale, a eu beaucoup de succès à Monaco et aux alentours. Et dans ce polar, elle a mis en scène un personnage, Fiona, que l'on va retrouver ici. Voilà, une policière de la SRPJ de Nice que l'on va retrouver ici. Donc je vous invite à aller sur Internet et découvrir cet auteur. Ouais. Donc Poker toxique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est bien sûr, vous le voyez, avec cette magnifique couverture en 3D. Sympa, très jolie. Voilà, très jolie. On est dans l'univers du poker. Alors, on commence. On voit le revolver aussi, là. Il y a le revolver, il y a des cartes, il y a le nom des personnages des cartes qui intervient là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en fait dans l'univers du poker virtuel. On est à la mode en ce moment de ces jeux virtuels. Et on commence avec une ambiance très Hitchcockienne. Voilà, c'est-à-dire qu'on suit une femme, Chantal, qui se prépare, qui se met tout en bouteille parce qu'elle a un rendez-vous avec un homme qu'elle a rencontré sur un site de jeux virtuel qui avait un pseudo qu'elle ne connaît que par la voix. Et donc, c'est une rencontre, on va dire, un peu amoureuse qui est prévue dans les hauteurs de Monaco, pas très loin du musée océanographique, près du lycée de Roche. Autant vous dire que l'endroit est très, très haut. Et donc, elle s'apprête à le rencontrer dans la nuit. Et au moment où il arrive, eh bien, quelqu'un la pousse tout en haut du muret. Elle se retient comme elle peut, mais elle s'écrase tout en bas de la falaise. Donc, voilà, donc on commence vraiment, je vous dis, j'avais la musique de Hitchcock derrière le premier chapitre. Et donc intervient Fiona, qui va mener l'enquête. Pour retrouver le meurtrier de cette pauvre joueuse de poker virtuelle. Intimement mêlée à cette histoire, parce que c'est une partie de cartes, et elle reçoit, elle aussi, des tableaux, des images de poker qui va la renvoyer à sa jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette jeunesse pour être elle aussi menacée? Alors, pas mal, ça donne envie. Vous l'avez bien vendu, Marie-Blanche. Il est super intriguant, vraiment bien écrit encore une fois. Je vous invite. C'est aux éditions Rika, une édition de maison d'édition niçoise aussi. Poker toxique. Alors là, maintenant, on va faire un bond, on va aller très 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 loin avec plus de douceur et de mélancolie. On va en Nouvelle-Calédonie. Ah, pas mal. Voilà. Un petit peu de voyage, un peu de soleil. Avec un premier roman. Ça va vous plaire. Ah oui. Évasion. Ah oui, ça va dedans. Par la lecture. Vous êtes déjà allé en Nouvelle-Calédonie? Non, c'est sur ma liste. Ça donne envie. Alors, donc, c'est un premier roman qui s'appelle Outre-mer et regardez le jeu de mots. C'est aux éditions L'Harmattan et c'est de Cyrielle Gau. Alors, Cyrielle Gau, elle est marseillaise et elle habite le Var. Elle a vécu pendant les années 90, pendant 6 ans en Nouvelle-Calédonie. Quand elle est arrivée dans cette île, elle a été surprise par la beauté des paysages, la culture, et elle a commencé à tenir un journal de bord sur tout cet environnement paradisiaque. Quand elle est revenue à la métropole, elle a relu ses carnets, elle s'est dit « mais je pourrais faire un roman ». Qui se déroulerait dans ces paysages-là. Donc, elle a inventé des personnages, une histoire, et ces personnages gravitent donc dans tous les magnifiques paysages que l'on peut découvrir en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est l'histoire de Marie, donc une jeune femme qui débarque en Nouvelle-Calédonie avec son mari, puisqu'il est muté là-bas, et elle arrive avec ses enfants, mais contrairement à ce qu'on peut penser, on a l'impression dès les premières lignes qu'elle est très mélancolique et que le bonheur ne sera pas malheureusement au rendez-vous. Donc on suit ce parcours de cette femme qui s'interroge, qui voit son mari qui réussit, ses enfants qui s'adaptent, et puis elle se sent transparente, incolore, inodore aux yeux de son mari, d'autant qu'elle a un certain mal-être aussi, elle s'est toujours sentie au second plan par rapport à ses 2 sœurs, dans son environnement familial. Voilà. Donc il y a tout ça qui ressurgit par le biais de sa solitude qu'elle a, et on suit cette mélancolie qui va malheureusement s'aggraver quand elle va découvrir les infidélités de son mari. Mais donc ce message un peu mélancolique est un message de reconstruction, puisqu'elle va tout mettre en œuvre pour essayer de se retrouver et rebondir en même temps qu'on découvre la culture des Mélanésiens, de la Nouvelle-Calédonie, les paysages, des tempêtes. Voilà. On découvre un peu tout l'univers de la Nouvelle-Calédonie. C'est une très belle écriture pour un premier roman, je le recommande. C'est très doux, on a envie de tourner les pages, on est transporté. Donc vraiment un très beau livre, Cyrielle Gau, Outre-mer, aux éditions L'Harmattan. Voilà.
Merci Marie-Blanche. Vous choisissez quoi alors Aurélie? Moi je pense que je vais prendre les deux. je vais me parfumer avec les parfums des enfants pour aller à Monaco. Mais bien sûr. Et après, c'est ça. Et oui, un petit peu. Je voyagerai un petit peu. Et vous voyagerez grâce à Marie-Blanche. Mais qui vraiment nous transportent et nous font voyager. C'est très agréable. On en a besoin en ce moment. Et puis toujours ces idées d'escapade avec Aurélie qui nous permet de nous évader. Mais vous avez tellement de bonnes idées pour profiter le week-end. Alors il n'a pas fait très beau ces derniers week-ends, là, mais ça va venir. On est vite parti dans un atelier. Enfin, on s'est promené un petit peu. Vous vous êtes enfermé, mais vous avez bien fait. C'est une bonne alternative. Hein. Mais voilà, pour le week-end prochain, par exemple, s'il fait beau, vous avez la balade et puis celle de la semaine dernière que j'ai adorée. Il faut que je la teste. Voilà, merci les filles pour cette belle sélection. Merci d'avoir été là avec nous. Merci aux filles Anaëlle et Solène et bravo pour leur projet Azur. Ah, elles sont là. Salut, je croyais que vous avez perdu. Merci les filles. À bientôt. Passez une bonne journée. Et tout plein de beaux projets encore en votre compagnie. Demain, nous vous présenterons l'Épopée. C'est un nouveau village d'innovation sociale et éducative. On vous expliquera tout ça avec le nouveau directeur du site. Catherine Fructus, elle, nous présentera les bienfaits de l'eucalyptus. Et puis, vous savez, c'est la Saint-Valentin ce week-end. Alors, si vous avez envie de faire marcher vos petits doigts et de faire vos cadeaux par vous-même, eh bien, Marianne a testé pour nous quelques idées cadeaux. Voilà, vraiment maison. Donc, la surprise demain avec elle. On vous embrasse. Portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.